Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée donc à la découverte de la culture française. Certains de mes élèves m'ont demandé de faire un épisode sur un personnage littéraire, réel ou imaginaire, et j'ai décidé de parler d'une romancière que j'aime beaucoup qui s'appelle Colette. Alors Colette, voici ses dates, 1873-1954, donc c'est une femme qui était très moderne dans sa façon de vivre et qui a vécu également donc la fin du 19e siècle et la moitié du 20e siècle. Donc elle a connu de grandes mutations à la fois technologiques et sociétales, et c'était une personne qui était vraiment innovatrice, qui était vraiment très intéressante. Donc je pense que c'est amusant de faire une vidéo sur elle. C'est une grande romancière française, mais également journaliste. Elle était également aussi actrice. Elle a même ouvert un salon de beauté, un salon de cosmétiques à un moment vers la fin de sa vie. Donc voilà, un petit épisode sur Colette. Et donc nous allons commencer. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Et commençons de suite à évoquer le destin de Gabrielle Colette. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler de Colette, qui était donc un personnage vraiment libre dans sa manière de penser et de vivre. Il faut savoir qu'elle a eu un parcours vraiment inspirant, y compris pour les femmes en 2024, parce qu'elle a toujours assumé ses choix, quitte à se mettre en danger sur un plan psychologique ou financier, et quitte des fois aussi à se lancer dans des affaires à une période où c'était peu courant pour les femmes. Elle est née en Bourgogne et très jeune, elle tombe amoureuse d'un homme qui est venu en visite, et cet homme s'appelle Willy. Donc, il faisait parler de lui, mais en fait, pas pour en bien, toujours pour des scandales. Et il avait aussi tendance à rechercher ce qu'on peut appeler le bon coup. Néanmoins, il faisait partie de la société mondaine parisienne, mais il ne gagnait pas suffisamment d'argent. Et quand je vous ai dit qu'il était intéressé par à la fois un bon coup, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire il se dit oh là là, ça c'est vraiment une jeune fille fraîche, une jeune fille qui me plaît, et également il se rend compte qu'elle est intelligente et qu'il va peut-être pouvoir faire de l'argent, faire des pépettes avec Colette, parce que tout de suite ça percute. Il se dit oui, elle est très intelligente, elle connaît plein de choses, il faut absolument que cette femme soit dans mon entourage. Alors vous avez peut-être remarqué que j'utilise du vocabulaire des fois familier, je joue sur les registres de langue, puisque comme je vous l'ai dit, le français est une langue vivante. Et donc régulièrement j'essaie de mixer des registres de langue pour forcer les plus courageux à aller chercher les significations, et aussi je vous donne aussi un petit peu les significations à l'écran, donc voilà ce que veut dire faire des pépettes à l'écran, et ça vous permet aussi d'apprendre des expressions populaires françaises, et aussi peut-être de les réutiliser, ou du moins de les comprendre si vous les entendez lors de votre séjour. Donc nous en étions, fin de notre parenthèse, nous en étions donc à Willy qui rencontre Colette, et vraiment par hasard, parce qu'il est en voyage, et en fait, comme je vous ai dit, il se rend compte que c'est quelqu'un de vraiment très intéressant pour lui, enfin Willy, parce que Willy n'était pas intéressant pour Colette du tout, et elle va tomber amoureuse de lui vraiment à fond, et elle va connaître, comme tout le monde, les premières désillusions d'un grand amour. Elle s'est, on va dire, elle est tombée amoureuse, voilà, elle s'est amourachée d'un viveur. Alors ce qu'on appelait un viveur à l'époque, c'était un homme qui a beaucoup d'aventures féminines, qui sort beaucoup et qui cherche à faire de l'argent facile. Bien évidemment, lui a d'autres projets, à part profiter de sa jeunesse, il veut aussi profiter de son intelligence, car elle lui a confié qu'elle adorait écrire, et qu'elle avait commencé à composer des petits récits. Or, comme je vous ai dit, Willy était
un homme de lettres entre guillemets, qui cherchait à faire du contenu beaucoup plus vendeur, on va dire. Voilà, si je modernise un petit peu à la sauce 2024. Et d'autant plus, il y avait cet effet halo, cet effet par rapport à la capitale. Elle avait donc des étoiles dans les yeux et elle imaginait qu'avec lui, elle allait découvrir la vraie vie, être une vraie femme. Et donc, il n'a eu aucun mal à la séduire et à la demander en mariage. Et elle est tellement amoureuse, elle a tellement envie de vivre à Paris avec cet homme qui paraît bien sous tout rapport, que la famille finalement s'oppose pas trop au mariage. Et à l'âge de 20 ans, avec vraiment des étoiles plein les yeux, des rêves, et en imaginant qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, Colette donc se marie avec Willy et a donc son premier mariage. Elle en aura bien d'autres par la suite et elle décide de quitter sa Bourgogne pour venir vivre à Paris. Ce sera à la fois une grande expérience pour elle. Elle sera ravie de découvrir la vie parisienne comme toute personne de 20 ans, en plus en toute indépendance puisqu'elle est mariée, et en plus elle est mariée à un homme qui se présente comme étant un homme progressiste, un homme libre qui la laisse faire ce qu'elle veut. Donc elle se dit c'est génial, je vais me faire des amis, je vais découvrir la vie parisienne. Et en même temps elle est très attachée à sa région, à la Bourgogne, à sa maman, et elle se sent un petit peu impressionnée de rentrer dans ce monde parisien. Et comme Willy était quelqu'un de perverti qui, même si au début Colette lui apportait de la nouveauté, est très vite retombé dans ses penchants de voir beaucoup de femmes. En fait, beaucoup de ces femmes se moquaient de Colette, de son innocence et du fait qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, à savoir que son mari la trompait, et beaucoup de gens étaient méchants avec elle. Et ce qui est assez drôle dans la vie de Colette, c'est qu'à chaque fois il y a du positif et du négatif. Les maîtresses de Willy se moquaient de l'inexpérience de Colette et avaient des jeux, vous savez, des jeux un petit peu provocateurs, comme on pouvait en avoir quand on était adolescent ou jeune adulte. Vous savez, ces filles qui viennent vous voir quand vous êtes une fille et qui veulent essayer de vous embrasser sur la bouche. En fait, Colette, elle avait beaucoup de filles qui venaient essayer de l'embrasser sur la bouche pour se moquer d'elle, en fait, pour dire, en fait, tu ne connais pas la vie, tu n'es pas une adulte, comment ça, tu es fidèle à ton mari. Et quand je vous dis que c'est positif, c'est parce qu'en fait, Colette, bien sûr, elle sentait qu'on se moquait d'elle, mais ça l'a aidée à penser et à réfléchir, et elle s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'elle aimait autant les garçons que les filles, et cette mauvaise expérience lui a permis de découvrir qu'en fait, elle était bisexuelle et qu'elle aimait les deux sexes, et elle était choquée, bien sûr, que son mari ne lui soit pas fidèle. Et en fait, ensuite, elle a décidé d'en prendre son parti, de jouer, d'explorer un peu son univers intime. Et dans un premier temps, Willy s'est dit, mais ça c'est vraiment génial pour moi, donc j'ai vraiment gagné le gros lot, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement elle est intelligente, elle va me rapporter de l'argent parce qu'elle va créer donc du contenu, et en même temps, elle est ouverte d'esprit, puisque étant donné que finalement elle aime aussi les femmes, eh bien elle acceptera mes maîtresses. Aussi bien sur la création de contenu que sur le fait qu'elle serait son jouet. Il s'est trompé sur toute la gamme, puisque en fait quand on lit la vie de Colette, on voit que c'est la vie d'une jeune femme qui va s'émanciper, qui va apprendre à se défendre, qui va certes explorer, mais qui va réussir à surmonter cela et à être elle-même. Je trouve que son destin est vraiment quelque chose de très inspirant pour apprendre à se libérer de l'emprise, et je trouve que c'est dommage qu'on n'étudie pas davantage sa vie privée. Willy devait produire pour gagner sa vie en fait un certain nombre de feuillets, d'écrits. À l'époque il n'y avait pas la vidéo, l'image, et comme il n'était pas en fait très doué et qu'il préférait s'amuser, il utilise donc sa jeune épouse et en tant que prête-plume. Donc en fait c'était un peu son esclave littéraire, et il lui faisait écrire ses chroniques, et elle trouvait des formules très intelligentes. Et donc elle avait un talent pour l'écriture, et Willy se dit à un moment, j'ai envie de gagner un peu plus d'argent, j'ai envie d'avoir un peu plus d'audience, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien il s'est rendu compte que sa jeune épouse lui avait raconté des souvenirs d'enfance qu'il estimait croustillants.
c'est-à-dire elle ne savait pas qu'elle était attirée par les filles, mais quand elle était enfant, quand elle était aussi adolescente, elle avait des amitiés féminines. Et en racontant à son mari ses amitiés féminines, lui qui était un pervers pas possible, il a tout de suite tiqué. Ah, mais ça va être très intéressant. Et il demande à Colette de mettre sur le papier ses souvenirs d'enfance. Et comme au début, bon, elle le fait de bon cœur parce qu'elle est amoureuse, mais que lui ne se comporte pas bien avec elle, il y a des jours où elle n'a pas envie d'écrire, il y a des jours où ils ont des crises et des disputes, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il l'enferme et qu'il ne l'autorise à sortir que quand elle a produit un certain nombre de chapitres. Et des chapitres de qualité, c'est-à-dire elle ne peut pas se permettre de bâcler le travail. Et plusieurs fois, elle va essayer de ne pas écrire en pensant qu'il va changer d'avis, mais comme il gagne de l'argent sur son dos, bien évidemment, il est inflexible, et bien évidemment, la pauvre Colette va devoir s'exécuter. Elle va donc écrire ses souvenirs d'enfance. Et en 1895, nous allons voir la parution de Claudine à l'école, qui est le premier tome des souvenirs de Colette, donc de la série qu'on appelle Les Claudines, et dans lequel elle va raconter un petit peu son enfance, sa jeunesse, ses émotions. Et à l'époque, elle le raconte un petit peu comme une sorte de journal intime amélioré, parce qu'elle fait une recherche sur le style. Et également, elle a envie de faire des belles descriptions, elle a envie aussi de partager des émotions. Vous voyez, elle a vraiment l'innocence de la jeunesse. Mais beaucoup de personnes savent que ces écrits peuvent être en fait à double tranchant, à double sens, et sont donc très attirés par ce qu'elle écrit dans un but de le détourner. Et Willy, lui par contre, est parfaitement au courant et il utilise son épouse dans ce but. On pourrait presque dire que c'est un maquereau, quoi. C'est vraiment un proxénète. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que un des Claudines s'intitulera Claudine s'en va, parce qu'au bout d'un moment, lorsqu'il aura bien pressé le citron, lorsqu'il aura bien utilisé Colette, il aura bien pressé son cœur, elle lui aura donné beaucoup d'amour, et au bout d'un moment, voyant que c'était en pure perte et qu'il était vraiment désagréable avec elle, et qu'il continuait d'avoir des maîtresses qui ne la respectaient pas et qui utilisaient son talent uniquement pour avoir de l'argent, pour la tromper avec d'autres femmes, Colette aura le courage, bien qu'elle n'a aucun métier, aucun argent, aucune connaissance et aucun vrai ami à Paris, elle va avoir le courage de claquer la porte et de se dire: maintenant j'écris et c'est pour moi, je fais une carrière et c'est pour moi, et maintenant on va me respecter et plus jamais je ne laisserai un homme ou une femme mal me traiter. Et elle va passer donc par une phase d'émancipation qui sera difficile parce qu'elle n'a aucun appui, ses parents ne peuvent absolument pas l'aider. Et à l'époque, le divorce est considéré vraiment comme une infamie. Donc même si c'est lui qui se comporte très mal, on dit aussi qu'il pouvait être par moments violent lorsqu'elle refusait d'écrire. Malgré tout, elle lui doit obéissance, et donc elle va faire quelque chose d'assez transgressif. Elle va finalement décider de partir et d'essayer de gagner sa vie et d'être libre, d'être un esprit libre. Et c'est vraiment très inspirant. Alors, comment Colette a commencé à s'émanciper? En fait, voyant que son mari la trompait beaucoup, nous sommes dans les années folles, et donc elle va également commencer par un travail physique. Vous voyez, ça n'a rien de différent de ce que peuvent vivre certaines jeunes filles en notre époque. Elle va se reprendre en fait en main, c'est-à-dire elle va changer son apparence, elle va notamment couper ses cheveux à la mode, et la mode de l'époque c'était la garçonne, et on est vers 1905-1906. Et elle raconte d'ailleurs dans son journal que sa mère était vraiment choquée parce que Colette, en tant que femme qui était née en 1873, donc à la fin du 19e siècle, n'avait jamais coupé ses cheveux, et elle avait des cheveux qui lui descendaient quasiment presque jusqu'au mollet, donc elle avait une abondante chevelure, une très jolie chevelure, et elle va couper ses cheveux courts à la garçonne, donc un carré, vous voyez, au niveau des mâchoires, et sa maman va être complètement choquée, mais effectivement c'était énormément d'entretien. Dans la même époque, elle va commencer aussi à écrire un premier roman qu'elle va signer de son nom et non pas du nom de son mari, parce que, comme je vous avais dit, il utilisait ce qu'elle écrivait, mais il ne l'autorisait pas à signer de son nom. Elle va commencer à taper du poing sur la table, et ensuite donc ce sera Colette et Willy.
et donc ce qu'elle écrit. Et ensuite, à partir de 1905-1906, elle commence à publier sous son propre nom, et elle commence aussi à revendiquer ouvertement son intérêt pour les autres femmes, et elle a une liaison avec une femme qu'elle ne cache absolument pas à son mari, et en 1906, ils décident donc de se séparer, et commence pour Colette une carrière artistique. Elle commence à monter sur scène, elle a sympathisé avec un comédien qui s'appelle Georges Vague, et lui il fait ce qu'on appelle des pantomimes, et elle commence à apprendre le théâtre, et lui donne des conseils, il lui dit t'es très bonne en pantomime, donc commence par là. Et elle va donc commencer le théâtre sous ce petit format, et elle va partir en tournée. Et partir en tournée de théâtre va lui permettre donc de quitter le domicile conjugal, et elle demande donc le divorce de son mari. Mais ensuite elle va réaliser que pour elle la littérature c'est quelque chose d'important, et donc elle prend conscience de son talent. Elle va finalement lui demander de régler en fait ses droits d'auteur, et ça va être un combat de plusieurs années. Heureusement. Colette continue donc sa carrière artistique, et elle se développe de plus en plus au music-hall. Elle va jouer dans des endroits emblématiques comme le Moulin Rouge et le Théâtre Marigny, et elle va partir aussi donc en tournée comme je vous l'ai dit. Et à partir de 1906, elle va rencontrer une autre femme qui s'appelle Mathilde de Morny. Mais Mathilde de Morny se fait appeler Missy. C'est une femme qui est en fait la nièce de l'empereur Napoléon III, et donc elle fait partie de la famille de l'empereur, mais elle déteste tout ce qui est féminin. Et Mathilde de Morny décide de se couper les cheveux comme un garçon, de s'habiller comme un garçon, et de cacher sa poitrine, parce que même dans son enfance et dans son adolescence, elle se comportait comme un garçon, elle n'était pas heureuse, et elle a décidé par contre de vivre comme un homme, et d'avoir même l'apparence d'un homme. Et elle rencontre Colette, parce qu'elle Missy fait aussi de la pantomime et s'intéresse à l'univers du music-hall. Et forcément, elles se rencontrent, et il y a un véritable coup de foudre entre elles deux. Et Missy décide de se mettre en couple avec Colette. C'est une véritable histoire d'amour. Et comme Missy était une personne extrêmement généreuse, elle va faire en sorte que Colette n'ait plus aucun problème financier dans sa vie pour se consacrer à son art. Elle va notamment lui offrir un château en Bretagne qu'elle va lui permettre de garder même quand elles auront rompu. Elle va financer ses spectacles, elle va vraiment tout lui donner, et elle va également la seconder dans la reconnaissance de son travail. Et pour Colette, Missy est vraiment un soutien incroyable, et c'est même l'amour de la vie de Missy qui par la suite n'aura plus jamais de relation aussi forte, et qui considérera vraiment que Colette est la femme de sa vie. Et donc Missy et Colette forment un couple à la scène comme à la ville, et bien évidemment ça défraie la chronique, et elles vivent ensemble de nombreuses années. Colette aimait à la fois les hommes et les femmes, et elle va tomber amoureuse d'un homme politique qui s'appelle donc Henri de Jouvenel, et elle va donc quitter Missy pour cet homme, Henri de Jouvenel, qui est un homme très riche, un homme très puissant, mais également un homme, qu'on pourrait dire un homme à femme. Elle décide de l'épater, et elle fait quelque chose qui est complètement innovant pour l'époque. Elle devient journaliste. Il y avait très peu de femmes journalistes. Et elle s'aperçoit que son mari la trompe avec beaucoup de femmes, et par dépit, elle va se laisser aller. Donc elle va prendre énormément de poids, et elle va peser jusqu'à plus de 100 kg. Avec Henri de Jouvenel, à 40 ans, elle a son premier enfant, qui s'appelle Belgazou, c'est le petit surnom bien sûr. Henri de Jouvenel avait été marié, et d'un premier mariage, il avait eu un garçon qui s'appelait Bertrand de Jouvenel. En fait, en 1912, Colette avait déjà commencé à concevoir l'idée de chérie,
Et elle avait écrit un peu un récit fantasmé sans savoir qu'elle allait vraiment le vivre. Et effectivement, vers 1919, elle rencontre donc son beau-fils, hein, qu'elle connaissait déjà mais qui était un jeune enfant. Seulement là, Bertrand de Jouvenel a 16 ans. Et là, elle n'est plus du tout amoureuse d'Henri de Jouvenel, le papa de Bertrand, et elle n'avait absolument pas prémédité de tomber amoureuse de Bertrand de Jouvenel qui n'a que 16 ans. Et je vous invite à lire donc bien sûr Chérie, mais surtout le livre dans lequel on va parler vraiment de sentiments et qui éclaire un petit peu cette relation, c'est Le blé en herbe. Et elle va aussi se consacrer donc à ses amitiés, à son travail artistique, mais également elle va rencontrer un autre homme, puisqu'elle va divorcer d'Henri de Jouvenel, qui va apprendre donc la liaison entre sa femme et son fils, et donc ça va être un énorme scandale, et le divorce est prononcé, et bien sûr elle n'a plus rien. Donc en fait elle est à l'approche de la cinquantaine, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de réputation, et du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir carrément un salon de beauté. Alors Colette, donc rue de Miromesnil à Paris en 1932, décide d'ouvrir un salon esthétique, un endroit également où elle vend des produits, des crèmes, du maquillage, des choses qu'elle a créées elle-même. Ça n'a aucun succès parce que les gens se disent une personne qui est écrivain, qui passe ensuite journaliste et qui décide d'ouvrir un salon de beauté et de vendre des produits de beauté, mais c'est n'importe quoi. En 1945, elle sera la deuxième femme à être élue à l'Académie Goncourt. Alors moi je pensais que c'était la première, bah non, la première c'était la fille de Théophile Gautier, Judith Gautier. Et pour elle c'est une reconnaissance en tant qu'écrivain, en tant que romancière. Et ça arrive un peu tard, je vous ai dit elle est née en 1873, donc là elle commence déjà à être un peu âgée et elle commence à avoir des problèmes de santé, notamment à la hanche, et elle est en fauteuil roulant, elle ne peut plus trop se déplacer, elle a également de l'arthrite dans les mains, et elle commence à développer quelque chose qui va inspirer, vous savez, le mythe de l'écrivain à chat. Et donc c'est une période où on la prend beaucoup en photo parce que dès qu'elle est élue en fait à l'Académie Goncourt, elle se rend compte que pour doper ses ventes, en fait, il faut communiquer. Et Colette est une des romancières les plus photographiées du XXe siècle, mais parce qu'elle avait compris aussi le pouvoir de l'image. Elle aimait beaucoup les personnalités un petit peu originales. Parmi ses meilleures amies, Musidora, qui est une des premières à ensuite être connue au cinéma et dans les séries, les premières séries de l'époque. Elle va beaucoup écrire pendant la dernière partie aussi de sa vie. Donc, en 1954, elle va décéder à l'âge de 81 ans ici. Je vous remercie de votre écoute, j'espère vous avoir donné envie de lire ce magnifique écrivain et je vous dis à très bientôt.